Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo qui traitera la J8 de la Ligue 1 McDonald's qui a rendu son verdict ce dimanche sur un Lille-Nantes, donc un Lille-Nantes que je n'ai pas pu voir, mais en tout cas j'ai vu de belles choses dans cette J8, notamment ce Marseille-Le Havre qui aura été palpitant et plein de rebondissements, on va en parler, l'OM qui prend le lead du championnat, en tête droit au but, c'est le petit intitulé que j'ai mis pour l'OM, on va en parler de cet Olympique de Marseille qui est en train de nous surprendre, je pense tous peu à peu. En tout cas, on les attendait pas à ce niveau-là, du moins moi le premier. C'est dû à un homme, surtout, Mason Greenwood. Alors que l'OM était mené 1-0, il a supporté ses responsabilités, notamment avec un penalty. Pour moi, il y a penalty, mais peut-être pas carton rouge. Enfin, je trouve que c'est assez dur. C'est déjà la deuxième fois que l'OM bénéficie donc de cette chose-là, du penalty plus du rouge, déjà face à Lorient lors de la victoire 4-0. En tout cas, Mason Greenwood qui sait tout faire et qui montre qu'il est le patron de cet Olympique de Marseille. Malgré les affaires qu'il a, il faut reconnaître l'immense joueur qu'est Mason Greenwood et il ne serait pas à l'OM s'il n'aurait pas ces affaires. En tout cas, quelque chose qui a souligné dans cet Olympique de Marseille, c'est l'entente des différents joueurs. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est pas buteur, qui célèbre comme un dingue, avec Robinho Vaz, qui vient de marquer le but du 6 ou du 5-2, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la folie pour l'Olympique de Marseille. Et on est très loin de ce qu'on avait connu en début de saison vis-à-vis de l'ambiance. Parce que cette affaire-là, Robinho, Jonathan Raoult, Rabiot, c'était il y a un mois et demi. C'est une affaire qui avait chamboulé le vestiaire olympien. Et aujourd'hui, quand on voit l'entente, la confiance des joueurs de l'OM, on a l'impression que c'était il y a plusieurs années. Alors que c'est tout récent, c'est tout frais. Et on est très loin de ce qu'on pouvait s'attendre. Certains parlaient d'énormes crises à l'OM, je le pensais. Au final, loin de ça, on les retrouve leaders de Ligue 1. La forme olympienne est folle. Ça, c'est actuellement, sur les dernières rencontres, l'OM marque 13 buts, 4 à l'Ajax, 3 à Metz, 6 à Au Havre, dont un match où ils étaient en supériorité numérique, mais tout de même, ça montre l'efficacité offensive de l'OM. Et c'est pas souvent les mêmes buteurs. Pekchao s'était fait un petit peu timide face au Havre, mais avait été très bon face à l'OM. Face à l'Ajax, un peu tout le monde marque. Franchement, cette animation offensive marseillaise est très très bonne et prévoit que du bon, notamment demain, au moment où sort cette vidéo, après-demain, face au Sporting, en Champions League. L'OM doit essayer d'aller chercher des points pour essayer de viser les barrages, ou voire même le top 8, qui sait. Ça me semble un peu plus compliqué au vu du calendrier qui attend les Olympiens et les hommes de De Zerbi. Mais quand on compare au début de saison, l'OM était mal barré. La défaite à 0 à Rennes, où il doit y avoir une victoire, et ça montre le contraste avec le Havre, parce que là aussi, ils étaient en supériorité numérique. La victoire 5-2 face au Paris FC a un peu relancé les troupes, mais Pavel Soulk était venu un petit peu tout éteindre, à 0. Puis après, il y a eu une trêve, et cette trêve a fait le plus grand bien à l'OM. 4-0 à Lorient, défaite 2-1 à Madrid qui aurait pu être un match nul. Victoire 1-0 face au PSG, et victoire 2-1 face à Strasbourg, qui aujourd'hui, les deux là, sont des grands concurrents pour l'Olympique de Marseille vis-à-vis du championnat. Donc l'OM en tête, avec un effectif qui est en train d'éclore et d'évoluer. Ça, c'est une certitude. Énormément de doutes étaient présents, mais au final, tout ça a été effacé. Et les supporters marseillais peuvent espérer voir leur club gagner la Ligue 1 cette année. On a de la qualité dans cet effectif. Amine Gouiri, Mason Greenwood, Pekchao. Et il y a même de la jeunesse avec Robinho Vaz, un milieu de terrain contrôlé avec Pierre-Emile Højbjerg. Et une défense rassurante entre Benjamin Pavard, Aguerd, mais aussi Rulli, qui n'était pas titulaire face au Havre, mais qui est très rassurant et qui est pour moi le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle, avec Dominique Grave. Les principaux concurrents de l'Olympique de Marseille, c'est nous, c'est le Paris Saint-Germain, qui va peut-être un petit peu douter dans les prochaines semaines, parce que rien n'est joué pour le PSG. Une nouvelle fois des points de perdus pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg, face à un concurrent. Alors certes, la liste d'absents est assez conséquente, mais c'est pas réellement une excuse. Attention à ne pas revivre la même saison que lorsque le LOSC va chercher cette Ligue 1. Là, on peut le voir, le 11 parisien qui était quand même affiché reste un 11 qui peut gagner la Ligue 1. Même si Lucas Hernandez est sur le déclin, qu'on peut avoir des interrogations sur Beraldo, sur Kang In Lee,
sur l'efficacité de Gonzalo Ramos quand il n'est pas face à un bloc bas. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut se demander sur cet effectif parisien. Mais en tout cas, Paris avait entamé son match de la meilleure des manières, avec l'ouverture du score de Bradley Barcola à la 6e minute de jeu, sur un super travail de Désiré Doué pour le coup, qui n'a pas fait un très bon match pour son retour, même un mauvais match. Et à ce moment-là, Paris s'est peut-être un peu trop reposé sur les capacités, sur les qualités qu'a cet effectif, et qu'a ce 11, même s'il est restreint, puisque Panicelli va gagner son duel de la tête face à Zabarni, qui est pourtant assez costaud, et va venir égaliser pour les Strasbourgeois. Et à ce moment-là, c'est un autre match qui se lance, parce que Strasbourg a une confiance totale, et le PSG, au contraire, va commencer à sombrer peu à peu, et va subir juste avant la mi-temps, 20 minutes plus tard, le but du 2-1, signé Diego Moreira Jr. Tout part d'une mauvaise relance de Bradley Barcola face à un haut pressing. Paris B a peut-être un petit peu de difficulté et ça va être récupéré par Valentine Barco qui va faire une passe superbe pour Moreira qui va battre Lucas Chevalier qui va un petit peu déconner sur le but. Mais en tout cas, Paris retourne au vestiaire du Parc des Princes en étant mené 2-1. Strasbourg était leader de la Ligue 1 à ce moment-là et va même conforter son avance à la toute fin du match, au retour des vestiaires, pardon, avec Panicelli pour le 3-1. Paris, à ce moment-là, doute de plus en plus. Des changements sont faits. Les superstars vont rentrer côté parisien. Désiré Doué va pas tarder à sortir, mais avant cela, il y a une petite réaction provoquée par Désiré Doué. Gonzalo Ramos transforme le penalty du Paris Saint-Germain. 3-2. Et dans ces moments-là, c'est l'expérience qui prime, puisque le PSG va prendre les devants, va égaliser, pardon, signé Seny Mayulu. Donc va prendre les devants dans le jeu et dans le contrôle, c'est ce que je voulais dire juste avant. Mais ils vont égaliser signé Mayulu. Donc c'est assez drôle de parler d'expérience quand derrière on annonce Mayulu buteur. Mais en tout cas, Mayulu est peu à peu en train de s'installer comme le 13e homme parisien derrière Bradley Barcola. On a le 11 titulaire parisien, Bradley Barcola en 12, et Mayulu est passé devant Gonzalo Ramos, Kangin Lee et d'autres joueurs de rotation du Paris Saint-Germain. Il est même passé devant Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, le Seny Mayulu qui a eu une nouvelle fois l'instance du buteur et qui va mettre le Paris Saint-Germain à 3 partout. Rien à dire sur ce but de Seny Mayulu. Maintenant, on va se pencher sur un PSG décevant ces derniers temps. Match nul à Lille. Victoire au FC Barcelone tout de même. Juste avant, il y a la défaite à l'OM. Un nouveau match nul face à Strasbourg. Ce qui fait en sorte que le classement est totalement relancé pour les Strasbourgeois, les Marseillais, et dans une moindre mesure les Lyonnais. Mais en tout cas, le PSG n'est plus à l'abri et n'a plus ce siège de confort de se dire « Nous sommes les favoris pour la Ligue 1 et nous allons gagner avec 40 points d'avance ». Parce que cette année, il y en a derrière qui ont la dalle. Le PSG leader, co-leader à 17, l'OM leader à 18, pardon, donc le PSG dauphin. Et derrière, co-3e, 4e Lens, et Lyon, 5e avec 15 points. Il y a des questions qui se posent pour le PSG. Est-ce que c'est l'absence des superstars qui se fait un petit peu trop ressentir? Est-ce qu'au moment du retour de Ousmane Dembélé, Joao Neves, Fabien Ruiz, le PSG ira mieux? C'est à se demander. Et à voir s'ils arriveront à rattraper l'Olympique de Marseille, qui eux semblent sur une bonne lancée. C'est des questions. On aura forcément des réponses. En tout cas, c'est ce que nous réserve la Ligue 1. Et ce PSG-là a de quoi s'inquiéter. Il faudra réagir en terre allemande en Champions League avec le retour de Marquinhos et de Dembélé dans le groupe. Toujours pas de Fabien Ruiz et de Joao Neves. On verra bien ce mardi ce que ça donne. En tout cas, totale confiance en Luis Enrique. Et énormément de questionnements, notamment sur Beraldo. Est-ce qu'il doit réellement être le défenseur central remplaçant quand il n'y a pas Pacho, quand il n'y a pas Marquinhos? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller puiser dans la réserve ou bien même recruter quelqu'un? Puisque dès que Pacho est rentré, Beraldo a pas su calmer Panicelli, n'a pas su canaliser Panicelli, et Pacho l'a fait instantanément. Donc il y a des questionnements sur Beraldo. Est-ce que Zabarni manque pas un petit peu de confiance également sur le duel de la tête? On verra bien ce que l'avenir nous réserve pour le Paris Saint-Germain, qui reste favori de cette Champions League. Parce que tout de même,
il y avait 3 points pris face au FC Barcelone, qui est là également des favoris. Lyon voit rouge à Nice. C'est le titre que j'ai décidé parce que l'Olympique lyonnais avait tout à gagner dans ce match face à Nice à l'Allianz Riviera. Et au final se retrouve à tout perdre, puisque cette fois-ci le petit bonheur, la chance de Paolo Fonseca ne fonctionne pas. Les incohérences tactiques de Fonseca se sont fait de plus en plus ressentir côté lyonnais, notamment dans cette stratégie de mettre un numéro 9. Je pense pas que ce soit la bonne stratégie côté lyonnais, on en reparlera, mais également sur le 11 de départ. En tout cas, l'ouverture du score, elle est niçoise, elle est ex-lyonnaise, parce que c'est Melvin Bard qui va marquer 1-0 pour Nice. On a eu une réaction lyonnaise immédiate avec Pavel Souch. Donc Lyon se rassure. Mais derrière, l'homme qui a actuellement le vent en poupe, j'adore cette expression, Sofiane Diop, vient donner l'avantage aux Niçois. Il marque face à Monaco, il remarque là, il est dans une forme stratosphérique. L'ex-monégasque d'ailleurs. Et derrière, Lyon, au retour des vestiaires, obtient un penalty. Et c'est Yavan Diouf, pardon, qui vient le sortir, très mal tiré par Maitland Nice. Et derrière, ça fait 3-1 sur un contre. Puis, 3-2 Pavel Souch dans les derniers instants. J'ai pas les images parce que les images me sont fournies par Vibes Foot sur Twitter. Et il a arrêté de les poster. Donc, j'étais passé sur Classiqueur. Donc voilà, Nice prend des points cruciaux dans la course à l'Europe. Lyon en perd dans la course au titre, dans la course à la Champions League, parce que je pense quand même que le PSG finira par gagner cette Ligue 1. Et Fonseca, c'est complètement gouré. Kluivert titulaire, c'est la première et dernière fois, je pense, de la saison en Ligue 1 dans un match assez important. Se passer de Niakate, ce n'est plus possible côté lyonnais, on l'a vu. Lui qui était pourtant en dents de scie l'année dernière, finalement devient titulaire indiscutable et même irremplaçable côté lyonnais parce que Clinton Mata à la relance n'est pas assez bon. Et on vient à se demander si Fonseca n'est pas un peu borné et si on n'a pas été un petit peu trop exigeant avec l'Olympique lyonnais. Puisqu'on voit énormément de déceptions, mais faut pas oublier que si Lyon fait au-dessus d'une 6ème place, c'est tout de même pas mal pour l'effectif de Fonseca qui est très limité. De plus, l'Europa League va énormément peser dans la balance. Les autres résultats de cette Ligue 1, on rentrera moins en détail. Mais en tout cas, le FC Metz et Jonathan Fischer, abandonné par ses coéquipiers, par son coach, par sa défense. Mais en tout cas, s'il a bien l'amour de quelqu'un, c'est des supporters. Jonathan Fischer, le Messin, qui est à chaque fois le seul à se déplacer, voir les ultras messins à la suite d'une nouvelle défaite, puisque la sonnette d'alarme est bel et bien tirée pour les Messins après cette nouvelle défaite. 4-0 face à Toulouse, pas loin d'une Manita. Il y a des questionnements à se faire, le Mignan doit partir, je pense. Mais ce n'est pas encore le cas, lui qui semble perdu, et on voyait ses réactions. En tout cas, Fischer a essayé de calmer la tension entre les ultras, les dirigeants et les joueurs, lui et Kofi Kouaou à la mi-temps. Mais rien ne change. Les journées passent, mais les journées se répètent pour le FC Metz, et il n'y a pas de points qu'ils ont pris, hormis face à Angers et Le Havre, où des victoires auraient pu être espérées. En tout cas, ce n'est pas le cas, côté Messin. Habib Bye Bye, j'ai vu le petit jeu de mots. Bye Bye, voilà, quoi, parce que il est sur la sellette, lui. C'est Habib Beye, ce que nous rapporte Foot Mercato. En interne, ça commence à s'agacer. On commence à penser que ce n'est plus la solution et qu'il faudrait peut-être songer une nouvelle désillusion du côté du Stade Rennais. Un nouveau match nul, parce qu'ils ont perdu que 1 ou 2 fois cette saison. Et là, un match nul face à la GIA, ça commence à être de trop pour les dirigeants. Et Habib Beye n'a peut-être pas les épaules, tout simplement, pour coacher un, entre guillemets, grand club de Ligue 1. Est-ce que ce serait pas lui qui aiderait en sauvetage du FCMS dans une moindre mesure, s'il accepte, s'il baisse son salaire, ça m'étonnerait. Mais voilà. En tout cas, le Stade Rennais va une nouvelle fois changer d'entraîneur. Ça serait le 4e en 1 an et demi. Sampaoli, Stéphane, Bey, le 4e, on ne le connaît pas encore. En tout cas, il y a de quoi s'inquiéter aussi côté Rennais. La course à l'Europe semble un peu loin et peut-être un peu oubliée. Mais en tout cas, la saison est encore longue
et un changement de coach serait peut-être bénéfique, mais je trouve ça quand même assez rigolo que Habib Beye soit sur la sellette avant le Minion. Au nord du classement, on retrouve le RC Lens. Après une victoire face au Paris FC à domicile, les hommes de Pierre Sage pointent à la 4e place du classement. C'est pour ça que je les ai mis au nord. En tout cas, déception pour le Paris FC qui aurait peut-être pu espérer mieux, surtout au vu de la performance lensoise qui n'était pas exceptionnelle. Mais les hommes de Gilly ne pourront pas aller chercher le point du nul. C'est assez regrettable. Premier but de Pierre Lesmelou, penalty loupé pour Flotov. Mais c'était un match assez équilibré, avec sans trop d'occasions. En tout cas, le Paris FC le sait. Une place en Europe est encore assez accessible. Surtout quand on voit que le 7ème c'est Toulouse. Et qu'ils sont pas si loin que ça. Le dernier petit point de cette J8. Comme un ouragan, Monaco, qui se fait balayer par Angers, accroché par Angers, un partout. Dans le jeu, ça aurait pu être 3-1 pour le SCO s'ils auraient eu un véritable neuf, un véritable finisseur. Mais finalement, Monaco accroche le nul, j'ai même envie de dire. On a l'impression que c'est eux les petits poussés. Mais le navire monégasque est en train de couler, ça fait peine à voir. Moi qui les voyais très haut, au final, c'est en train un petit peu de s'écrouler. On verra bien ce que ça donnera avec leur nouveau coach qui était l'ex de l'Union Saint-Gilloise. Les ex-joueurs de Adi Hutter vont devoir se relever. Ça passera par une victoire en Champions League face à Bodo Glimt. Ce sera ce mardi également, dans le multiplex avec le PSG. Donc si vous n'avez pas Canal, c'est parfait. Canal diffuse gratuitement le multiplex demain. Donc, ou mardi, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Mais voilà, l'ouragan angevin a balayé le navire monégasque. Et on attend toujours les débuts d'un présumé Paul Pogba. Ce qu'on retiendra de cette G8, l'Olympique de Marseille est en tête. Le PSG fait la course derrière eux. Et on va se revoir le classement pour conclure. Dernier, Metz, Angers, Le Havre, qui est pour l'instant barragiste. Égalité de points avec Angers et Nantes. Auxerre a accroché un point du nul très important. Et devant, le Rennes, Toulouse, Monaco et Lille se disputent la 7ème place, accompagnés par le Paris FC et Nice, qui ne sont pas totalement largués. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour un petit débrief de la Champions League. A bientôt, je vous embrasse, bisous.